Nous devons voir à ce que nos pensées ne soient pas utilisées sur le plan de la conscience émotive de notre énergie. Nous devons voir à ce que nos pensées ne soient pas utilisées sur le plan émotif de notre conscience. Nous devons considérer qu'un jour, ces pensées primitives, subjectives, ne seront plus là pour aiguiser les nerfs de la conscience de l'homme, parce que ce dernier possédera alors une conscience mentale de l'énergie à toute épreuve des pensées qui puissent venir en lui pour colorer, pour changer la tonalité de sa conscience mentale supérieure. Nos pensées sont nos amis, nos grands amis, seulement lorsque nous pouvons voir à travers elles, lorsqu'elles nous sont transparentes, lorsqu'elles ne nous menacent plus, lorsqu'elles n'ont plus le pouvoir de nous menacer. Mais tant que nos pensées ont le pouvoir de nous menacer à un niveau ou à un autre, elles ne sont pas nos amis, elles sont nos ennemis. Mais à partir du moment où nous réalisons qu'elles sont nos ennemis, nous pouvons les transmuter afin qu'elles deviennent autres, c'est-à-dire des aspects créatifs, purement énergétiques d'une conscience mentale supérieure qui n'a plus besoin d'amis et qui n'a plus non plus besoin d'ennemis. Autrement dit, l'homme qui est dans un mental énergétique supérieur n'a plus besoin de pensées amicales ou de pensées ennemies. Il n'a plus besoin de pensées qui lui servent ou de pensées qui lui desservent parce qu'il voit à travers l'illusion de ces deux formes de pensée. Puisque le vide est pour lui sa maison. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous lire un extrait du livre Par-delà le mental de Bernard de Montréal intitulé La pollution de la pensée. La pollution de la pensée résulte de la méconnaissance des mécanismes occultes internes de la conscience. Les conséquences pour l'homme et son monde sont d'une ampleur à déstabiliser l'équilibre délicat des forces de vie à tous les niveaux de réalité de l'être. La pollution matérielle et psychologique de la vie est la conséquence inéluctable de la pollution mentale et la vie contemporaine concourt à sa qualité par les illusions qu'elle entretient et perpétue. Le mur du son a été franchi, mais il nous reste à traverser le mur de la lumière. Cette étape ultime aura lieu lorsque le mental aura été libéré de la pollution de la pensée. Le fait même de dévoiler un savoir essentiel à la compréhension de notre partenariat créatif avec les dimensions parallèles est notre raison d'être sur ce plan matériel. Ce n'est que lorsque nous serons libérés des idées égoïstes et polluantes pour le mental que nous transmuterons l'énergie nécessaire à l'acquisition d'une science pouvant rendre possible l'association libre et créative avec des intelligences opérant et évoluant sous des conditions différentes des nôtres. La pollution de la pensée bride la conscience au point de rendre la vie sur Terre un enfer ou un paradis illusoire. Elle se combine à l'impuissance totale de l'ego et contribue aux antagonismes de notre civilisation. Elle muselle le comportement par la dynamique de motifs psychologiques qui disperse la réalité et entrave l'accès libre aux dimensions psychiques du mental. La science contemporaine masque la conscience. Elle ne peut libérer l'homme des maillons de la gravité et du continuum de l'espace physique. Ce n'est que lorsque la science de la pensée aura été pleinement établie et intégrée que la civilisation ascendante prendra racine et entamera le renversement de la tendance dégénérative de la conscience planétaire. D'ici là, nous perpétuerons nos illusions et persisterons à utiliser notre énergie pour un rendement décroissant dans un champ d'inconscience dont seule la mort peut nous affranchir. La différence entre la pensée consciente et inconsciente est égale à la différence entre la métaphysique et la physique. La compréhension des forces sous-jacentes de la pensée et de leur origine est une part inextricable du développement évolutif de la conscience. Elle ne peut être acquise sans l'élimination de la pollution de la pensée qui infirme la volonté de savoir et affaiblit le pouvoir de fracasser les mystères qui brouillent le mental.
Le fait de dégager de tels mystères transforme le champ de force humain et le protège de la pollution globale de la sphère biopsychique qui maintient une emprise sur l'organisme humain exercée par le biais de la programmation génétique des forces de vie empreintes depuis le plan astral ou de l'âme. La pollution de la pensée réprime l'homme à un tel point que sa conscience requiert des systèmes de soutien psychologique afin qu'il puisse progresser dans la vie. Le mécontentement perpétuel de la vie résulte de son incapacité psychique à libérer ses pensées du programme génétique de l'âme. Par conséquent, il ne peut être heureux sur Terre. Son ego ne peut trouver satisfaction dans le fait que la pensée est simplement de l'énergie prépersonnelle ajustée vibratoirement pour s'accorder au profil de la personnalité de l'âme. Le besoin d'identification à la pensée contraint l'ego à entreprendre une quête de soi plutôt qu'à utiliser la pensée comme une catapulte créative vers la voie de la découverte. La pollution de la pensée est une telle part de notre mentalité subjective que nous ne pouvons concevoir la nature de la vie. Nous vivons en marge de la conscience, renonçant à notre droit d'intervenir créativement dans son processus global. Plutôt qu'à créer des conditions favorables à l'évolution personnelle intelligente, nous nous soumettons à des forces qui influent constamment sur nos émotions à travers des pensées subjectives polluées, limitant notre capacité mentale à nous dissocier de la pollution de la pensée qui entrave notre compréhension de la nature et du mouvement subtil de l'énergie vibratoire. La conscience humaine se nourrit d'émotions et accumule l'expérience alors que les impressions influencent et magnétisent le mental. La pollution varie selon l'expérience requise par l'âme jusqu'à ce que la liberté d'un tel conditionnement astral ait été apprise. Avec l'âge, l'ego se voit soumis à une angoisse existentielle accrue et contribue inconsciemment aux lois mécaniques du système social, court-circuitant le courant d'énergie depuis les dimensions supérieures aux dimensions inférieures de sa conscience psychique et matérielle. En tenant compte du fait que nous vivons un parcours de développement expérientiel, nous n'avons que peu accès à notre réalité intégrale et sommes contraints à vivre selon les forces qui conditionnent notre inconscient. Nous sommes en quête de réponses aux dilemmes de notre vie, mais nous ne les trouvons jamais dans une jungle d'idées qui n'ont aucun fondement réel dans le champ du mental conscient. La pollution de la pensée déforme la réalité égoïque, ce qui rend impossible le fait même d'entretenir une communication consciente avec un niveau mental supérieur, là où l'énergie de la pensée est engendrée par l'individu lui-même. Le lien psychique entre l'ego, l'âme et la source éthérique du mental demeure inaccessible. Il est inconcevable que la psyché soit libre jusqu'à ce que le pouvoir isolant de la pensée polluée ait été retiré de celle-ci. Ce n'est qu'alors que nous pouvons réaliser qu'une part considérable de la connaissance partielle, voire de toute la connaissance que nous cautionnons, est étrangère aux lois dynamiques de l'intelligence créative. La pollution de la pensée est formée de la consommation et de la présomption incessante d'idées et d'idéologies subjectives qui, de nos vœux, pourraient combler le vide qu'elles ont elles-mêmes créé. Elle résume l'insécurité de l'ego dans un monde qui se transforme rapidement en Super Bowl, d'impressions dont le mental ne peut s'extraire à moins qu'il ne développe la volonté de confronter seul son portrait psychique. La pollution du mental humain a atteint son niveau maximal et le plus subtil depuis l'aube de la conscience civilisée. Le système, qu'il soit laïque ou religieux, a produit des idées au sommet qui ne coïncident guère avec la réalité psychique à la base. Il a augmenté la vulnérabilité de l'ego à un niveau périlleux et crée une masse psychique de pollution mentale ou des grégores qui amortissent la sensibilité humaine. La commercialisation de la vie a augmenté la division entre les hommes et favorisé une qualité de pollution mentale jamais atteinte, alors que la vie opérera une transition de l'emprise idéologique des religions et de la politique
à celle de l'économie, elle fera davantage violence à la nature humaine, forçant les individus plus évolués à se retirer des alcôves de la sagesse conventionnelle. La pollution de la pensée augmente en raison de l'incapacité de soutenir et de cultiver les qualités internes de la connaissance de soi. Alors que le monde se transforme rapidement en un théâtre d'incongruité, il nous est toujours plus difficile de nous soustraire à une pollution qui ronge le noyau même de notre être. Le problème irrésolu de la pollution, tel qu'il est vécu dans notre environnement psychique, est proportionnel à son égrégore tel qu'il est vécu au niveau individuel et collectif, une preuve en soi que l'état de la psyché et la qualité de la civilisation sont intimement liés. La nature humaine cherchera toujours un plus grand équilibre entre le monde physique et le monde du mental. Son destin est guidé et soutenu par l'intelligence selon un cadre devant coïncider avec un potentiel créatif. Aucune quantité de pollution mentale, qu'elle soit exquise par son raffinement ou visiblement décadente, ne saurait paralyser une société indéfiniment à travers l'esclavage d'impressions qui ne correspondent pas à la réalité psychique déliée de l'homme. Le mental inconscient peut s'ajuster temporairement à la pollution mentale, mais la flamme interne du moi ne s'éteint jamais. La pollution psychique est proportionnelle à notre degré d'ignorance face à nous-mêmes. Elle augmente selon notre incapacité de vivre en accord avec un plan ou un destin correspondant à notre moi individualisé, où l'âme et l'esprit ne font qu'un grâce à un processus de fusion qui met en exergue la personne plutôt que la personnalité. Il n'est guère dans notre intérêt de soutenir les idées et impressions ne correspondant pas à notre connaissance interne. La pollution de la pensée empêche que l'individu puisse réaliser l'unicité de sa nature. Elle le rend inapte à être entièrement lui-même, entravant le plein développement de son potentiel à titre d'être créativement conscient. Ceci constitue une mesure du manque de développement réel vers une identité intégrée. Alors qu'elle reflète un état d'esprit hautement personnel, elle constitue aussi le médium de la civilisation dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons nous dissocier de son impact social, mais encore faut-il que nous nous libérions de sa contamination. La pollution de la pensée augmente selon notre incapacité à penser à l'aide d'un centre mental individualisé. Nos pensées sont artificiellement construites à partir d'idées astralisées dont nous ne sommes pas les architectes. L'accumulation aléatoire d'idées non filtrées par le mental conscient entrave le développement de nos centres psychiques. Ceci nous transforme en penseurs mécaniques dont les pensées sont colorées par la personnalité plutôt que développées par l'intelligence de l'être. Selon l'impact social exercé sur la personnalité, la pollution de la pensée affectera les modes de comportement, accordant peu d'espace à l'action créative. La dimension astrale de la pollution de la pensée est d'une telle importance qu'il est impossible à l'homme de réaliser sa nature sans qu'il ait acquis une certaine notion des forces astrales à l'œuvre au sein de son mental. L'âme met l'ego sous tension, surchargé tel qu'il est par la pensée non créative. Dépourvu d'accès à la sérénité permanente et nécessaire au flux et au reflux des forces de vie, l'ego attire des idées toxiques qui troublent constamment l'équilibre délicat de l'énergie du moi. L'inconscience qui en résulte est l'origine de la cause des ambiguïtés psychologiques qui entravent la réelle identité. Elle contraint l'ego à constamment ajuster sa réalité subjective, ce qui exerce une pression indue sur la psyché. Elle claque-mure l'ego dans une structure mentale semblable à un ghetto psychique dont il recherche constamment l'évasion. La pollution de la pensée écarte le moi inconscient de son territoire interne, divisant le moi et créant des contradictions au sein de son expérience. La psychologie doit pénétrer la dimension psychique du mental afin que nous puissions bénéficier d'une compréhension plus approfondie de la science de la pensée. Le lien télépathique avec le plan mental élève l'entendement
au-delà des limites des facultés rationnelles, insuffisante à ce que la nature des forces de vie occultes à l'œuvre soit saisie. La conscience en évolution doit prendre acte de la communication interdimensionnelle afin qu'elle puisse reconnaître que l'univers est un monde multidimensionnel dans lequel la matière coexiste avec l'âme et l'esprit. Cette relation ne peut être constatée que lorsque l'ego peut confronter objectivement l'inconnu psychique. La pollution de la pensée est corrosive et affaiblit la maîtrise qu'exerce l'homme sur sa propre vie. Elle accroît le pouvoir des forces astrales et diminue celle du mental supérieur qui sous-tendent l'étoffe même de la conscience. La conscience demeure essentiellement expérimentale dans les confins du cycle karmique de la vie, ce qui explique la difficulté séculaire qu'éprouve l'homme à contrôler son destin. La recherche d'un équilibre interne devient davantage difficile dans un processus qui tend à faire violence au mental en proposant de l'informer alors qu'en réalité il ne fait que formaliser, à l'aide d'une machine gigantesque, d'uniformisation et de manipulation médiatique. Libéré des idéologies doctrinaires du passé, l'homme moderne est pris en otage par des pouvoirs astraux portés à l'élimination de ses centres internes par la création d'un processus réfléchi et sophistiqué de magie médiatique à travers le son et l'image, adroitement employé à déformer la mentalité des sociétés modernes par la puissante incitation à la richesse et au pouvoir. La présence des médias est efficace, d'autant plus qu'elle détient les moyens de payer l'élite de l'industrie du spectacle, constituée d'acteurs, de comédiens, de chanteurs ou de sportifs, des sommes totalement incompatibles avec la valeur objective de leur art, dans un monde où la grande majorité se voit accablée par une relative pauvreté. L'ego décentré se voit davantage isolé de son moi intérieur, rendu hautement dépendant du son et de l'image, usage pouvant formuler un sens faux de l'identité à travers le culte des héros. La pollution de la pensée est désormais dissimulée sous l'étiquette hypnotique de la liberté et du succès, alors qu'un nombre croissant d'individus perdent l'esprit aux maladies mentales qui en résultent. En dépit du fait que l'homme connaît une plus grande liberté, ne serait-ce qu'en apparence, il demeure prisonnier jusqu'à ce qu'il ait appris à traiter avec la pollution de la pensée qui amortit sa sensibilité interne à l'aide de sensations offertes par la pollution astrale présente dans l'industrie moderne du divertissement. La vie contemporaine, avec sa révolution de l'image et du son, qui accroît la pollution de la pensée, et le défaut d'un centre interne agissant comme bouclier protecteur de l'ego, unifié et intercausal, engendre le bombardement constant du mental par des impressions subliminales. La surenchère des médias engendre l'angoisse, l'ego est rendu responsable des conditions de ce monde, mais n'a que peu de pouvoir pour le changer fondamentalement. Ceci accroît le niveau d'angoisse de l'individu et le rend plus réceptif à la pollution de la pensée, alors qu'il songe à un monde se trouvant en plus grande difficulté qui ne l'aurait constaté s'il n'avait pas été bombardé par la surexposition des médias. La pollution de la pensée accroît le sens propre de l'isolement et de l'impuissance, tout en lui donnant l'impression qu'il peut y remédier. Les médias peuvent certes contribuer à corriger certains abus flagrants dans le monde, mais la pollution de la pensée demeure à la hausse. Le malaise s'amplifie, les plus grands pollueurs de la pensée sont les messagers médiatiques, puis des millions d'individus en subissent un lavage de cerveau quotidien à travers leurs images et leurs sons. La méfiance envers le monde cause un état de suspension psychologique chez l'individu, alors que sa psyché demeure emprisonnée par une condition d'angoisse interne qui ne peut être soulagée que par le développement d'un centre interne de pensée. L'homme moderne vit avec plus, mais il vit pour moins. La raison en est que sa psyché est endormie par une industrie puissante et sophistiquée qui accroît intentionnellement ou non intentionnellement son sens de solitude et d'impuissance. L'usage astucieux de l'image et du son fait beaucoup de bruit pour rien,
sur l'avant-scène du succès, alors que la majorité est laissée pour compte à rêver sur une vague et admirer ses héros dont l'idolâtrie rappelle celle des anciens. Le syndrome des vedettes isole l'individu de lui-même comme jamais auparavant, ne faisant qu'accroître son sens de frustration. La pollution de la pensée créée par bon nombre de ces soi-disant vedettes de l'industrie du spectacle a une telle portée que même l'individu le plus résistant risque d'y perdre son identité, étant dépourvu d'un centre interne de gravité. Peu réussissent à sauver ce qui subsiste de leur réalité, ne serait-ce que par un isolement volontaire à l'écart des franges de la société dite à la mode. Les millions accumulés par le monde du spectacle sont en voie de créer un commerce de servitude voué à faire du mental une scène sur laquelle l'art est sacrifié à un prix sous l'étiquette de la liberté d'expression. Les gouvernements, en faisant montre d'un manque de volonté politique, ont subi la pression des attitudes libérales dans les années 60, alors que le problème de la drogue était encore à ses débuts. Une génération plus tard, ils évoquent la guerre contre les drogues et commettront encore la même erreur lorsque confrontés au problème de l'art satanique ou de ces autres formes de sombres manipulations protégées par la liberté libérale. La pollution de la pensée est aujourd'hui un fait de la vie, encore plus que jamais auparavant. Une fois informés, nous réalisons le problème gigantesque auquel l'homme est confronté devant cet ennemi invisible. La réponse ne réside guère auprès des sociétés ou des gouvernements, mais bien en l'individu lui-même. Il se retrouve lui-même dans la ligne de mire. Il s'agit de sa propre identité qui doit être récupérée. Lui seul peut travailler sur lui-même. Personne ne peut le faire pour lui et personne ne le fera non plus. Bien à vous, je vous salue, à la prochaine.